Bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici pour cette semaine de workshop. Alors moi je fais pas du tout d'objets, c'est pas du tout mon univers, donc je vais vous présenter voilà, donc mon travail. Moi je suis artiste sonore, je fais aussi de la radio et je vais démarrer par la présentation des ateliers vendeurs, qui est un lieu où je viens de passer 6 ans de ma vie. Donc j'ai fait la Villa Arson, et en sortant de la Villa Arson, je suis arrivée à Paris. Je ne savais pas trop voilà, où est-ce que j'allais pouvoir monter mon atelier. Et en fait, j'ai rencontré cette équipe de personnes extraordinaires avec qui j'ai vécu 6 ans et avec qui je continue à faire beaucoup de projets. Et je voulais juste en parler rapidement parce que le vendeur, c'est aussi des solutions qui sont possibles après l'école et on ne nous en parle pas forcément quand on est étudiant. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler un peu ce soir. Nous, le vendeur, on fait de l'occupation temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir des promoteurs immobiliers qui achètent maintenant des énormes parcelles dans les villes et le temps en fait qu'ils fassent tous les papiers administratifs pour détruire les bâtiments et reconstruire les villes de demain, on leur dit bah nous on aimerait bien juste prendre un bâtiment pendant ce laps de temps et juste travailler en fait. Et du coup on arrive comme ça à occuper des bâtiments pendant 1 an et demi généralement. Donc c'est des bâtiments généralement de bureaux. D'anciens bureaux, on est passé par des grandes tours comme ça à Bagnolet, avec souvent des espaces extérieurs assez dingues où on a pu faire beaucoup d'événements. Et en fait, on est 12 à vraiment faire ce projet-là. Donc on négocie pour les artistes aucun loyer et on mutualise en fait toutes nos ressources. C'est-à-dire que vu que le bâtiment ne nous coûte rien, à part les fluides, en fait, l'électricité et l'eau, tous on met 200 € dans une boîte tous les mois, et vu qu'on est 70, ça fait quand même une petite somme à la fin de chaque mois. Et on a pu monter un atelier métal, un atelier bois, un atelier céramique, un atelier textile, vidéo, son, radio, cuisine. Voilà, et on essaie de, en quelque sorte, on recrée une école après l'école, où on n'a pas besoin chacun d'acheter du matos, mais en mutualisant tout, on peut avoir accès à tous les ateliers finalement. Et donc moi je faisais partie des habitants, donc on était 12 à habiter, ils sont toujours maintenant 11, à habiter sur place et vraiment du coup gérer le lieu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un artist run space, donc c'est un lieu géré par des artistes pour des artistes. Voilà, donc je vous fais un petit... Et bien sûr quand on arrive dans ces bâtiments, généralement c'est pas en super état, donc on est aussi devenu couteau suisse, on fait les travaux, ce qui nous prend à peu près 3 mois sur les 1 an et demi pour installer nos ateliers, nos chambres et nos espaces de vie collective. Et on démonte tout en partant, on récupère absolument tout et on réinstalle ailleurs. Donc c'est à peu près, pour vous donner une idée, là le dernier déménagement c'est 89 allers-retours avec 3 camions 20 mètres cubes pour qu'on puisse prendre toute notre vie et l'amener ailleurs. Voilà. Et tout ce projet tourne autour d'une cuisine, qui est cette cuisine collective qu'on voit là, qui est encore actuellement sur place à Clichy. On a fait Saint-Ouen, Bagnolet, Nanterre et Clichy pour le moment. Et cette cuisine, c'est aussi le lieu, elle est toujours placée dans l'espace d'exposition généralement. Et c'est vraiment le cœur de notre projet, c'est aussi voilà, de pouvoir exposer des artistes, mais aussi manger tous ensemble. C'est important, il y a voilà, un artiste qui vraiment travaille là-dessus. Voilà, pour vous faire un peu un tour des ateliers et aussi des événements qu'on propose. Voilà, ça c'est Nanterre. Et en fait, dans ce projet du coup collectif qui s'appelle Le Vendeur, j'ai créé avec Basile Perrade, un artiste du lieu, Visia Radio, qui est du coup un projet radiophonique. Parce que quand j'étais à la Villa Arson, j'ai toujours eu un petit peu ce problème de faire écouter mon travail sonore. Et sortie de l'école, quand j'ai rencontré Le Vendeur et j'ai vu ce que faisaient déjà ces artistes depuis 2 ans, je me suis dit mais c'est complètement dingue, il faut archiver en fait tous ces artistes qui passent par ces lieux de vie qui sont super.
Du coup, je me suis dit, monter un média là-bas, une radio qui en fait c'est plus une plateforme d'expérimentation sonore et radiophonique. Ça m'a permis en fait d'enregistrer tous nos événements, mais aussi la parole de tous les artistes qui ont traversé le vendeur. Et encore une fois, pareil, de créer un outil où il y avait beaucoup de matériel sonore qui a permis, et qui permet toujours aux artistes de venir à la radio, de l'emprunter et de créer eux-mêmes leur propre création. Donc tout ça, ça se passe sur un site internet qui s'appelle visiradio.com, mais aussi on fait pas mal d'événements en FM pirate pour le coup, et beaucoup d'ateliers avec des enfants, des adultes, où on crée des micro-émetteurs FM pour faire des petites stations de radio pour des gens qui veulent créer leur petite ligne de radio dans leur immeuble. Voilà. Donc là, je repars plutôt sur mon travail personnel après avoir parlé des projets un peu plus collectifs. Donc moi, dans mon travail sonore, ce qui m'intéresse en fait le plus et ce qui est le cœur de mon travail, c'est vraiment le moment de la captation. Quand je suis arrivée à la Villa Arson, je ne savais même pas que le son, ça pouvait être un médium artistique. Et je l'ai découvert en première année. J'étais pas du tout rentrée à la Villa Arson avec ce type de projet-là. Et en fait, j'ai vraiment passé 5 ans enfermée au studio son de l'école à expérimenter tous les micros. Et quand j'ai compris qu'en fait, je pouvais capturer des sons et les réécouter à l'infini, un monde s'est ouvert à moi. Surtout, quand j'ai compris que je pouvais amplifier aussi des choses. Là, ici, en fait, j'enregistre les petits coquillages qui ressemblent un peu à des petits chapeaux pointus. En fait, ils ont des ventouses et je m'étais déjà fait cette réflexion qu'à marée basse, je les entendais en fait marcher sur les rochers. Et quand je suis arrivée à les amplifier et entendre ces milliards de ventouses avancer, moi, ça m'a complètement bouleversée en fait de découvrir ça. Et comme je vous le disais, il y a eu quand même un vrai problème de restitution du son. Je marche beaucoup parce qu'en fait, du coup, à chaque fois que je vais capter mes sons, généralement, je suis pas une grosse collectionneuse de sons non plus. Je capte pas tous les jours parce que pour moi, c'est presque un peu violent ce qui se passe quand j'attrape des sons. Du coup, c'est vraiment un moment où je me mets en condition, où je peux fabriquer, comme ici, ce sac à dos, des outils pour partir, capter ou même rediffuser ailleurs. Et la marche a un vrai poids dans mon travail. Donc à chaque fois, généralement, le phénomène de l'expédition rentre et en lien toujours avec le moment de la captation. Ça, c'est un projet un peu étrange où en fait j'ai une famille de bouchers charcutiers. Et j'ai beaucoup grandi enfermée pas enfermée, mais dans des chambres froides et avec ces collections de carcasses. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre, la captation sonore, pour moi, c'était vraiment garder quelque chose. J'enfermais quelque chose de précieux. J'ai visualisé tout de suite la chambre froide avec des milliards de haut-parleurs et mes sons congelés que je pouvais venir dégeler à ma guise. Donc ça fait quelques années que je fais des tests comme ça de congeler mes sons dans des haut-parleurs et de créer un espèce d'orchestre où je viens les dégeler, les faire dialoguer ensemble. Et vu que la membrane est complètement comprimée, le moment du dégel et du gel, vu que je laisse le son tourner, ça crée un autre univers encore, le son se distord. Voilà. C'était vraiment cette image de la chambre froide. J'y suis pas encore, hein. Là on est vraiment sur un petit congélo, mais j'y crois. Voilà. Et en fait, je voulais surtout développer un projet qui me tient à cœur et qui est en fait le dernier projet en date.
qui s'appelle En amont, bruit, le silence. Je viens de finir l'exposition, là c'était cet été. Et donc là je suis partie dans une aventure de captation un peu folle. J'avais en fait un vrai souvenir sonore enfant, et je pense que c'est ce qui m'a ramenée à faire du son. Je me suis retrouvée dans un refuge en haute montagne dans les Alpes, prise dans une mer de nuages, quoi. Et en fait, ma vue s'est bouchée, mais j'avais vraiment ce souvenir que mes oreilles, d'un coup, elles aussi, s'étaient comprimées au passage de ce nuage. Et donc l'an dernier, on m'a proposé, juste avant le confinement, donc en fait, ouais, ça fait un petit moment maintenant, mais ça a mis tellement de temps, ça fait 1 an et demi en fait qu'on travaille là-dessus. On m'a proposé de faire une exposition en partenariat, enfin c'est le Bel Ordinaire à Pau qui m'a invité pour faire une exposition à la Maison de la Montagne dans les Pyrénées. Et quand je suis arrivée à Pau, j'y étais jamais allée, et que j'ai vu les montagnes au fond, tout de suite je suis partie marcher en montagne. Je connaissais pas du tout les Pyrénées, moi j'allais plutôt dans les Alpes. Donc là j'ai découvert encore un paysage fou. Et tout de suite je leur ai raconté ce souvenir du nuage, et je leur ai dit, si vous êtes d'accord, on part pour un projet un peu fou où on va capter le son des nuages. Enfin, j'ai envie de vous faire vivre ce que j'ai entendu. Et moi, j'avais envie de le revivre aussi, parce que je ne savais pas si j'avais eu une hallucination auditive ou si vraiment ce phénomène existait. Et le confinement a fait que malheureusement, on a dû enregistrer dans les Alpes. Ça, c'est mon plus grand regret, mais c'est comme ça. Donc je me suis finalement retrouvée dans des paysages que je connaissais bien, et je savais plus ou moins où aller. Donc je vous défile un peu les photos des différents moments où on est parti capter. Et ce projet, en fait, il est en lien avec Karine Schlageter, qui est commissaire de cette exposition, donc En amont, bruit, le silence, qui m'a suivi dans tout le périple en fait de captation. On a vraiment créé un duo. Et elle a pu du coup documenter tout le projet, ce qui était super. Parce que généralement, comme je suis toute seule, c'est un peu difficile. Voilà, le nuage sous toutes ses formes. Et c'est plus du tout le nuage, ça, mais c'est pas loin. Et en fait, je vais vous faire écouter du coup un extrait aussi de ce projet. Mais là, encore une fois aussi, c'est poser la question de faire écouter ce son qui est particulier, que j'ai retrouvé. Quand on est parti le capter, j'ai compris tout de suite que je l'avais bien entendu, j'étais pas dingo. Mais du coup, il me fallait un paysage sonore vraiment très dense pour, au passage du nuage, arriver à ce qu'on comprenne que le paysage sonore s'effaçait. En fait, j'enregistrais du non-son, quoi. Enfin, c'est comme si je gommais le dessin, quoi. Donc c'était super difficile, parce que moi, au début, quand je réécoutais, je me disais, ah ouais, il est là, le nuage. Mais j'allais pas dire aux gens dans l'expo que c'était ça. Donc il fallait vraiment trouver l'astuce un peu aussi pour oups, je sais pas si je fais tout tomber, pour faire comprendre ça. Et ce qui a été le plus simple aussi. Vous m'entendez? Oui, pardon. Vu que j'ai pas pu enregistrer dans les Pyrénées, et qu'il y avait, c'était à mon grand regret, parce que, désolée, je m'embrouille un peu, il y a beaucoup de brebis là-bas. Du coup, j'ai tenté de retrouver aussi ce paysage avec les brebis, et ça a été pour moi le moment le plus simple pour aussi faire entendre ce passage du nuage. C'est dans les sonnailles ou les cloches qu'ont les brebis, où en fait, quand le nuage passait, voilà, ces cloches se distordaient, le patou n'aboyait plus du tout de la même manière. Du coup, voilà. Je me suis complètement perdue moi-même. Je vais vous faire écouter, et je vais reprendre mes esprits. Et en fait, quand j'enregistre, j'enregistre tout. Donc le réel est très très présent.
Et j'ai décidé du coup pour ce projet de monter un son vraiment entre création sonore et documentaire radio, ce qui est en fait un milieu, enfin je jongle toujours entre les deux, je sais jamais vraiment toujours où je me situe, et de plus en plus je construis mes pièces sonores dans cet entre-deux, entre la radio et la création sonore. Et en fait, pour ce projet-là, pendant 20 minutes, on m'entend galérer, parce que j'ai vraiment galéré. Ça a été 3 semaines de tournage intense où il y a eu des orages, je me suis retrouvée bloquée en montagne, j'ai perdu un enregistreur, mon matos a pris l'eau. Enfin, ça a été quand même un tournage hyper chaotique, parce que c'est normal, je courais après un nuage, donc imaginez-vous, je l'ai loupé beaucoup de fois avant d'en avoir. Et dans la pièce sonore, j'ai vraiment choisi de garder ça. Donc je vais vous faire écouter quelques petits extraits pour que vous ayez un petit peu l'idée du... Regarde les nuages là-bas. Ok. Donc, comme je vous disais, ce projet, donc, il a donné lieu à une exposition où on a aussi réalisé avec un graphiste super qui s'appelle Olivier Coury un livre qui m'a permis aussi de rassembler donc, une partie des dessins d'observation du ciel que je faisais depuis un moment, qui en fait sont les trous entre les nuages que j'ai pu du coup sérigraphier sur ce livre, où il a eu l'idée qu'on fasse un livre entièrement sur du papier calque, et c'était super. Et à l'intérieur, on retrouve des photos de cette expédition, mais aussi des textes,
Parce que moi, quand j'enregistre, forcément, en permanence, je fais ce qu'on appelle des rapports son. Et là, j'en ai fait encore plus parce que j'ai travaillé avec un monteur son qui s'appelle Thomas Noël. Donc, en permanence, je dis ce qui se passe à chaque seconde. Donc, on a pu aussi retranscrire une partie de ces textes ici qui deviennent un peu des poèmes. Et bien sûr, toutes les cartographies aussi. Enfin, tout ce qui m'a servi tout au long du voyage. Donc ça, c'est des images d'une partie de l'expo. Voilà. Et ce projet est toujours plus ou moins en cours, car là, je suis en train de travailler sur la suite, parce que dans les Pyrénées, j'ai rencontré, entre autres, pendant quand même mes résidences là-bas, j'ai pu en faire au Bel Ordinaire, même si on n'a pas enregistré là-bas, les siffleurs d'Occitan, qui en fait pour eux le nuage c'est un vrai problème parce qu'en fait quand ils sont chacun sur leur montagne et que le nuage est pris dans la vallée, eux en fait ils se sifflent, ils ont un langage sifflé qui veut vraiment dire des choses pour voilà, se prévenir des intempéries ou si le loup est là, s'il y a un problème avec le troupeau, enfin voilà, pour se prévenir de différentes choses. Et en fait, quand le nuage est dans la vallée, leur sifflement ne passe plus de l'autre côté de la montagne. Donc voilà, je suis en train de continuer ce projet avec ces hommes qui veulent bien me prêter leur voix. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie pour ce partage, cette aventure très poétique. On a suivi le nuage aussi, nous un peu là. Oui, c'est bon, c'était très joli. Merci. Merci. Avez-vous des questions pour Marie? Oui, il y a une question là-bas. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Je voulais savoir déjà si tu faisais partie de la confrérie des chasseurs de nuages qui ont écrit un très beau manifeste. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Donc j'en conclus que oui. Et ensuite, j'étais curieuse parce que sur le nuage, tu as parlé quand même d'une hallucination sonore. Ça m'a mise un peu en appétit. Et en écoutant l'enregistrement, je ne savais pas exactement vers quoi pointer mon oreille. Est-ce que tu peux arriver à nous guider en fait dans cette audition? Ben, c'est vrai que là c'était dur parce que déjà le nuage c'est vraiment que des basses fréquences et aussi des gouttelettes d'eau. C'est un son très étrange et c'est vrai que pour l'exposition ça a été très dur de trouver aussi le matériel voilà, qui techniquement allait pouvoir retranscrire ça. Sachant que moi je fais aucun retravail sur mes sons, enfin j'ai pas triché, j'allais pas voilà, rajouter des effets, c'est pas du tout mon univers. Du coup là on perd pas mal de choses dans le son, donc effectivement c'est difficile je pense voilà pour vous là ce soir vous n'avez pas vraiment entendu le son tel qu'il est, même si on a fait notre maximum avec Josette qui m'a accompagnée là-dedans. Là, sur les extraits, c'est super difficile, mais c'est vrai que la pièce sonore, elle dure 22 minutes. Donc, dans l'expo, il y avait vraiment une progression. Et dans cette quête, où en fait, on le trouve sous différents aspects, parce qu'il y a des moments où je suis vraiment dans l'orage. Bon, bah là, c'est beaucoup plus clair. Mais en fait, plus le son avance dans les 20 minutes, plus on est vraiment enfermé dedans et on n'entend plus que ça. Là, j'ai un extrait, je peux vous faire écouter que j'ai pas mis. Je me suis dit peut-être c'est trop, enfin, ça devient complètement noise quoi. Mais je peux vous mettre un bout si. Personnellement. Ça c'est vraiment plus ou moins la fin de la pièce sonore, mais il nous manque un gros caisson de basse quand même.
Là, je suis vraiment dedans. Enfin, je veux dire, je peux pas être plus dedans. Je voyais plus rien. Et je pense que ça s'entend un peu. Enfin, là, c'est une prise vraiment. Il n'y a aucune coupure dans le son. Et en fait, au fur et à mesure, le paysage se réouvre. Donc, si j'avance et que là, vous gardez bien ça dans vos oreilles. Vous voyez, enfin, là, et j'ai pas bougé. Enfin, je veux dire, c'est la même prise de son. Il n'y a pas de. Oui. Enfin... Merci. Voilà. Merci. Moi, j'ai juste aussi enchaîné sur cette question en fait du cadre, puisqu'elle se pose pour la question du visuel. Et du coup, sur la question du temps, là, tu nous as montré des extraits, enfin, tu nous as fait entendre des extraits, et en fait, c'est quoi le temps que tu estimes nécessaire pour que l'auditeur il soit en capacité d'essayer en fait, de capter, d'attraper ces espaces, parce que c'est en fait quasiment que tu offres quelque chose dans l'ordre de l'infini pour moi. On est tous très marqués par la primauté du visuel, en fait, du cadre et tout ça. Ça nous structure vachement, savoir comment on peut appréhender l'œuvre. Et là, tout d'un coup, effectivement, voilà, tu peux un peu juste préciser cette question de temps dans l'exposition, par exemple. Ouais. C'est quoi le temps de Dans l'exposition, je l'ai vraiment. Ça a été une vraie question, effectivement. L'espace, il n'était pas très grand. Enfin, voilà, en fait, le son était plus ou moins en boucle. Il y avait quelques secondes de blanc, mais voilà, c'était en boucle. Du coup, en fait, on pouvait l'entendre déjà dans toute l'exposition, tout le temps. Mais j'avais vraiment créé cette structure qui était ce banc, en fait, qui servait de simèse et à la fois d'assise, parce que j'avais vraiment envie que, voilà, l'auditeur puisse se poser, prendre ce temps-là. Et en fait, dans les 20 minutes de construction de la pièce, comme je le disais, il y a une vraie narration, en fait. Ce qu'on m'entend avec Karine beaucoup faire des débriefings, des débriefings. Oui, on se dit, là, on l'a pas, c'est pas bon, vas-y, on repart, on va à tel endroit. Il y a aussi des gens qu'on croise qui nous disent, mais non, mais n'allez pas là. En fait, les nuages, ils se prennent là, la nébia, elle est là-bas, faut aller là, nan, nan. Et il y a des gros moments de fail total que je raconte, où je dis, bah voilà, on se lève à 4h du matin, on est à fond, on fait une expédition de 2 heures, et en fait... on nous avait dit, allez là, le mont Viso, il est tout le temps dans les nuages, nan, nan. Et en fait, on arrive en face et on voit cette montagne magnifique, le rêve de tout randonneur. Les mecs nous disent, ça fait 20 ans qu'on vit là, jamais on l'a vu. Enfin, on était presque dans... Donc en fait, dans le temps de la pièce, on suit vraiment quand même. Il y a 2 personnages qui sont Karine, la commissaire, et moi. Et pour moi, c'était important parce que la Maison de la Montagne, c'est à Pau. C'est un lieu... qui vraiment fait de l'insertion. Ils sont dans un quartier très populaire et en fait, ils font du prêt de matériel de montagne pour des gens qui n'ont pas du tout la capacité de se l'acheter. Et du coup, ils les emmènent aussi en montagne. Donc, eux, ils font une expo d'art contemporain par an. Sinon, en fait, c'est les gens qui habitent plus ou moins ce lieu, enfin, qui le traversent, qui exposent leurs observations de la montagne. Donc moi, je voulais pas du tout faire un truc hermétique, parce que c'était pas forcément... Enfin, c'était un public... je savais que s'ils rentraient dans la salle et qu'ils entendaient un truc noise, ils allaient ressortir. Et donc, on a vraiment tenté avec Thomas Noël, c'est pour ça que j'ai bossé pour la première fois vraiment avec un monteur son, de lui déléguer ce que j'avais enregistré. Enfin, on a travaillé main dans la main, mais pour que lui, il m'amène un autre regard. Pour créer justement cette narration... Voilà, où on suit en fait 2 nénettes qui partent chercher les nuages. Donc ça permet, je pense, de se raccrocher à quelque chose. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a fonctionné. Est-ce que j'ai bien répondu? Et c'est ça que j'ai tenté, je pense aussi, dans le workshop avec les étudiants. J'avais vraiment envie de leur... la grosse contrainte, c'était le collectif. Ils sont 9 et il fallait qu'ils travaillent... ensemble, parce que déjà le vendeur, la radio, tout ça c'est des aventures collectives, mais de plus en plus en fait, même voilà, moi dans mon travail personnel, je fais intervenir de plus en plus de gens et je pense que c'est important de se réunir, voilà, de travailler ensemble. Avez-vous d'autres questions?
Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais si, quand tu faisais un projet en étant en montagne, vu qu'il y a quand même un super contraste avec Paris, est-ce que tu fais dans ta tête tes pièces quand tu es sur place vraiment comme une capsule, ou est-ce que le fait d'aller en montagne, revenir, être dans un environnement complètement différent, ça a aussi une importance dans ta manière de travailler? En fait, j'ai quitté Paris et le Vendeur il y a bientôt presque 1 an là, pour revenir vivre en Corrèze, parce que moi je suis originaire de la Corrèze, parce que justement en fait j'étais trop déconnectée. Enfin moi j'enregistre que la nature pratiquement, enfin en tout cas des phénomènes climatiques ou des choses qui sont très liées à ça, et du coup à Paris j'arrivais pas à travailler en fait. Du coup je devais toujours être dans ce format aussi de la résidence que j'aime énormément parce que c'est plein de rencontres mais c'était trop de contraintes pour moi, parce qu'à Paris je souffrais de pas pouvoir la ville c'est pas mon truc du tout quoi. Donc là je suis au milieu du plateau de Mille Vaches et ça c'est super. Donc voilà, j'écris comme ça maintenant. Encore des questions? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Donc j'avais 2 questions. Sur des points de détail sur ce que vous avez dit. Pourquoi d'abord, vous avez dit la Villa Arson, c'était pas au départ le son. Qu'est-ce que vous avez cherché à trouver pourquoi vous avez choisi cette école donc ça c'est la première question. Et après, comment vous êtes inséré ensuite dans le dispositif en tant que jeune artiste. Juste après cette école, comment vous avez arrivé à connaître ce dispositif, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Wonder. Bon, voilà, c'est 2 questions. Et après, c'est d'autres points de détail. Vous avez cité un artiste qui travaille sur la cuisine. Ça, je voulais savoir. Et l'autre, c'était les enfants. À un moment, vous dites, on a fait des ateliers radio. Comment ça s'est fait pour arriver à développer cette activité? Donc ça fait 4 questions. Je vais essayer de faire simple pour vous répondre. La Villa Arson, c'est un vrai hasard. Je suis arrivée là-bas sur un pur hasard. J'avais pas du tout prévu de faire ce concours. Moi, je voulais aller à Genève, en fait, au départ. Je sais même pas vraiment non plus pourquoi je voulais aller à la Aide, mais je sais pas, j'avais ça un peu bille en tête. Et mes profs de prépa à l'époque m'avaient dit tente quand même la Villa Arson. Bon, et un peu au dernier moment, je m'étais inscrite, je suis allée passer le concours. Et en fait, déjà quand j'ai découvert l'école, je me suis dit waouh, c'est quand même très beau. Et en fait, pendant mon concours d'entrée, il s'est passé des choses qui m'avaient un peu bouleversée, on va dire. Et quand je suis rentrée à Paris, j'étais un peu perdue parce que j'avais eu Genève aussi. Et du coup, c'était les 2 écoles que j'avais eues sur tout ce que j'avais tenté. Et en fait, je suis allée tout simplement au ciné avec un copain parce que j'arrivais pas à choisir. Et dans les bandes annonces, avant le film, il y avait une pub pour aller à Nice, pour EasyJet ou un truc comme ça. Et c'est vraiment sur cette pub que j'ai choisi Nice en la voyant comme un espèce d'appel de la vie. Voilà, donc voilà pourquoi la Villa Arson. Ensuite, comment j'ai rencontré le Vendeur. Pareil, un peu sur un hasard au départ. Il y avait des anciens étudiants de la Villa qui étaient rentrés là-bas. Au début, en fait, à Saint-Ouen, c'était pas de l'occupation temporaire. Le premier bâtiment qu'ils ont eu, c'était du squat. Dans cette usine de piles Vendeur, en fait, qu'ils ont commencé à squatter, d'où le nom. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont plus ou moins découvert l'occupation temporaire, c'est que le propriétaire les a topés et il leur a dit « Ok, on va faire un bail d'occupation temporaire ». Et ils étaient « Ah bon, donc on peut rester là légalement, super, génial ». Et donc ensuite, ça s'est enclenché comme ça, cette aventure. Il y avait 2 anciens étudiants que je connaissais qui étaient là-bas. C'est un peu par eux, mais
pas tant. Enfin, je faisais de la sérigraphie avec un collectif qui s'appelle Corrèze, qui étaient mes copains d'enfance. On cherchait un endroit où sérigraphier à Paris. On m'a dit, va voir au Vendeur, ils ont plein de machines. Et je suis allée toquer, on a fait nos sérigraphies et ils nous ont dit, ben, restez en fait. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pareil, un peu des rencontres qui se... Le cuisinier, c'est Louis d'Anjou, qui est une personne plutôt obscure, car il est musicien, tatoueur, cuisinier, il fait peintre, il fait beaucoup de choses. C'est un autodidacte total qui a un Instagram qui s'appelle Gros Loup Tatoueur. Et vous ne pourrez le trouver que sur ça, si vous voulez voir son travail. Mais il a aussi son projet qui s'appelle La Cuisine Sauvage. Et il y a aussi un Instagram. Voilà. Et l'autre question, c'était les ateliers radio. Et ben, Visir Radio, on a commencé en fait à... On est une asso dans l'asso Vendeur. Ça s'est un peu fait, je sais même pas vous dire comment, pareil par des contacts d'ateliers qui se libèrent. En fait, non, ça a démarré en premier par la Villa Médicis avec Création en cours, ce qui est en fait une bourse pour les artistes où on postule en fait avec un projet plus ou moins de recherche ou de projet en cours. On nous donne une bourse et en contrepartie, en gros, de cette bourse, on doit faire des ateliers pour les enfants. Et donc moi, j'avais demandé à être en Corrèze, bien sûr. Et du coup, je me suis retrouvée dans une école dans le village en fait où je vis aujourd'hui, où c'est une toute petite école d'une seule classe avec 13 élèves. Et là, ça a été vraiment les premiers projets radio. Je devais faire, je crois, 20 heures, mais en fait, j'ai passé plus ou moins l'année scolaire avec eux à faire des allers-retours. Et ça m'a vraiment donné envie de transmettre ça, enfin, cet univers radiophonique. Et donc, voilà, la Patrice m'invite à Limoges. Les petites cassettes qu'on voyait, c'est pendant le festival Vision, qui est un festival en Bretagne, où ils nous ont, qui est un plutôt festival techno, et en fait la journée, il y a des familles qui viennent, donc ils avaient envie de faire des ateliers, et la radio, ça rentrait bien là-dedans. Et vu qu'avec la radio, en fait, on enregistre pas mal d'événements, on s'insère aussi, on essaie toujours de proposer une programmation aussi de pédagogique, enfin, voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Merci, merci à vous.